Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour ce numéro de juillet de votre magazine d'information communautaire. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Nous reviendrons tout d'abord sur l'inauguration du nouveau centre culturel de Libercourt, baptisé Mosaïque. Direction ensuite Noyelles-Godault pour un point sur le chantier de la rénovation de la cité Crombé. Ce magazine reviendra également sur la série de temps forts festifs des dernières semaines avec des images de la Grande Ferme des Îles et des concertos à vélo. Vélo toujours avec le gros plan sur un projet mené par l'association Rencontres et Loisirs avec le concours du garage solidaire. Côté sportif, nous reviendrons en images sur l'édition 2025 de la Polonia Run avant de clôturer la très belle saison de la section féminine de football du collège de Courcelles-les-Lances. Et puis nous terminerons avec le portrait d'une jeune autrice de 15 ans, Garance Klopoki, qui vient de publier son premier roman. Nous débutons donc ce magazine à Libercourt avec une inauguration, celle du nouveau centre culturel de la commune, baptisé Mosaïque, un équipement situé en plein centre-ville et qui vient remplacer la bibliothèque Raymond DeVos. Mais pas que. Reportage sur place. Alors que la pose de la première pierre 20 mois plus tôt était pluvieuse, l'inauguration du nouveau centre culturel de Libercourt s'est déroulée sous un soleil radieux. Ce nouvel équipement, clair, chaleureux et convivial, est un projet structurant pour la commune. Situé en plein centre-ville, il rassemble en son sein toutes les activités culturelles libercourtoises, d'où son nom, Mosaïque. Il n'y a pas qu'une simple bibliothèque, une simple médiathèque, c'est un véritable centre culturel qui réunit toutes les activités comme la musique, comme le numérique, bien sûr la bibliothèque, mais également des ateliers de jeux éducatifs pour les jeunes, de façon à ce qu'ils viennent avec leurs parents et apprennent les jeux de société, à vivre ensemble, à jouer ensemble. Outre cette bulle intergénérationnelle, tous les espaces ont été pensés en fonction des missions et de l'âge des usagers. L'heure du compte pour les tout-petits et les collections jeunesse sont au rez-de-chaussée, alors que l'étage est réservé aux adultes. On y trouve également une salle d'atelier polyvalente et un espace d'exposition couplé à un lieu de convivialité, sans oublier l'innovant Fab Lab. L'idée, c'est de découvrir, de bricoler, Voilà, on vient, on a peut-être une idée ou peut-être pas, d'apprendre aussi les usages de ces machines du futur, les imprimantes à l'avenir, on en aura tous à la maison. Voilà, les imprimantes 3D, d'apprendre le fonctionnement de ce genre de choses, l'électronique et aussi d'être initié à la cybersécurité. Le bâtiment compte également un auditorium de 70 places, doté d'un écran et de tous les équipements pour accueillir des spectacles. Enfin, les musiciens de la commune n'ont pas été oubliés, loin s'en faut. L'école de musique accueille les enfants de 3 ans jusqu'aux seniors. Elle propose toutes les familles d'instruments et on retrouve des cours de formation musicale qui sont collectifs et des cours d'instruments qui sont individuels. Avec plus de 15 000 ouvrages disponibles à Libercourt, le réseau communautaire des médiathèques de l'agglomération s'en trouve encore renforcé. D'un coût total de 6,4 millions d'euros, l'équipement a été subventionné à hauteur de 65%, dont 1,3 million d'euros pour l'agglomération. Pour faire vivre les lieux, 5 agents sont placés sous la direction de Marion Autin-Zogal, qui mesure pleinement sa chance. Déjà d'avoir vécu tout ce parcours aussi de la construction, d'avoir pu lui donner aussi les couleurs auxquelles on avait réfléchi et en connaissant le terrain, en étant là depuis 10 ans, on connaît le public et ses attentes. Et puis oui, œuvrer autour des livres et de la culture en général, c'est une chance en fait. Avec les cités de la Parisienne à Drocourt, Nouméa à Rouvroy, Declercq à Wagny et Darcy à Hénin-Beaumont, la cité Crombé fait partie des 5 ensembles de l'agglomération d'Hénin-Carvin retenus dans le cadre de l'ERBM. Le chantier a débuté au mois de mars et on fait le point avec ces images. Construite vers 1910, étendue dans les années 20 pour loger les mineurs de la fosse 4 bis de la Compagnie des mines de Dourges, la cité Crombé de Noyelles-Godault a été retenue dans le cadre de la rénovation du bassin minier. Une imposante délégation d'élus et de techniciens ont récemment constaté le début du chantier, entamé depuis le mois de mars. Une rénovation prévue en 2 étapes.
Nous avons dans un premier temps 130 logements qui seront rénovés de façon à être rénovés en amélioration thermique de l'habitat et 139 logements qui, eux, ont déjà subi une réhabilitation auparavant, que nous allons venir apporter quelques petites modifications aux logements actuels pour atteindre une étiquette énergétique performante pour les locataires. Cette réhabilitation énergétique, c'est l'objectif principal de l'opération. Après l'étude de chaque logement et de sa composition familiale par un pilote social de maison et cité, la rénovation concrète peut débuter. Quand on va démarrer un logement, nous allons venir déposer toutes les installations existantes pour ne garder que l'enveloppe du bâtiment. Nous allons également déposer tout le carrelage existant, la faïence, tous les plafonds et tout ça, pour justement y amener une nouvelle installation électrique avec la pose d'une VMC, une nouvelle installation de chauffage avec la pose d'une chaudière à condensation. C'est au tour ensuite des menuiseries d'être intégralement changées. Nouveau carrelage, nouveau revêtement de sol à l'étage, installation d'une baignoire ou d'une douche selon la demande, isolation extérieure et mise en peinture totale. Cette dernière phase est suivie par les architectes des bâtiments de France, puisque la cité est inscrite à l'UNESCO depuis 2012. Les délais d'intervention sont, eux, très variables. On va du T2 au T5, donc forcément il faut se dire entre 3 et 5 mois pour la réhabilitation d'un logement en globalité. On a à peu près réhabilité 25% du parc et là on arrive dans une phase de roulement où les locataires partent de chez eux, vont en opération provisoire et ensuite réintègrent leur logement à la fin des travaux. Sur le plan financier, si l'on ajoute la réfection des espaces publics à partir du mois de septembre, le projet s'élève à plus de 11 millions d'euros. L'agglo Hénin-Carvin s'est engagé à hauteur de 3,7 millions. La fin du chantier est prévue courant 2027. C'est probablement l'événement festif qui aura marqué le territoire lors des dernières semaines. Vous étiez plus de 50 000 à vous être déplacés pour la première édition de la Grande Ferme des Îles. Un rendez-vous qui a également permis l'inauguration d'un nouvel équipement équestre au Parc des Îles. Un reportage de l'ensemble de la rédaction d'ILTV. En lançant officiellement la première édition de la Ferme des Îles, Christophe Pilch a aussi inauguré la carrière hippique du parc, dont profiteront désormais les cavaliers du territoire et d'ailleurs. On a essayé de mettre en valeur les producteurs locaux, on a essayé de mettre en valeur l'agriculture de notre territoire et donc on s'est dit tiens on pourrait peut-être y pratiquer l'équitation et donc la construction et l'aménagement de cette carrière permettra de recevoir un concours hippique national demain et permettra aussi au club hippique du territoire de l'occuper quand ils ont envie d'organiser une manifestation. Une carrière qui n'a donc pas tardé à connaître son baptême du feu en accueillant un concours de saut d'obstacles officiel. De quoi réjouir Marion Milon, co-organisatrice de ce premier rendez-vous équestre. C'est un site magnifique, on a l'occasion d'avoir une très belle carrière, des belles installations et surtout de l'espace pour les chevaux. Donc ça va être très bien pour organiser plusieurs concours par la suite, je pense, dans l'année. Vincent Brier était lui aussi particulièrement attentif à ce premier galop d'essai. Concepteur de la carrière, Vincent avait hâte de découvrir comment sa réalisation allait réagir à l'organisation de ce concours. Alors il faut savoir que des pistes ont besoin d'un temps pour se mettre en place parce que le sable en fait il va se fermer au fur et à mesure de l'humidité qu'il va absorber et puis du passage des chevaux donc effectivement c'est un test parce que c'est une piste qui est très récente. Nombreux ont été les spectateurs qui ont assisté à la fois à l'inauguration de la carrière et au concours. D'autant que l'équipement est aussi doté de gradins végétalisés. Pour éviter de promener la terre à droite à gauche, c'est-à-dire que le produit de décaissement des plateformes a été mis en place autour de la piste de manière à faire un gradin pour que les gens puissent regarder. Un site qui a rarement connu une telle affluence sur un week-end. La Ferme des Îles a déjà trouvé son public qui a profité au maximum des stands, des attractions, de la guinguette et des food trucks installés dans le parc. On voit qu'il y a un engouement en fait, qu'il y a un souhait des gens en fait qu'on organise ce type de manifestation. Toutes les semaines, hein. Il en faudrait tout le temps. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de sortir en famille. C'est formidable, il y a beaucoup de monde surtout. Il y a de la musique, il y a des choses à vendre, il y a des animaux, c'est top. Qu'est-ce qui vous a plu du coup ici dans le concept? On aime bien Aquaterra déjà, et l'ambiance. La musique et les cookies qu'on vend là-bas. J'ai vu des poneys, j'ai vu un cheval. On voulait garder quelque chose de convivial, d'abordable et de local. Dans la journée, en tout cas, c'était super en tant qu'exposant. On a eu plein d'habitants du territoire très large. Comment tu trouves l'événement?
super bien, magnifique, un super bel événement. En termes d'organisation et pour une première fois, je trouve que c'est exceptionnel. On a également voulu alterner les producteurs, les associations, nos partenaires. J'ai trouvé que c'était véritablement familial. On a pu faire plein de dégustations de produits, des jeux autour de l'alimentation durable. Et c'est un vrai plaisir que de voir les gens s'intéresser un peu à tout, poser des questions. Il y a une influence de fou là, non? Incroyable, franchement, on a été liquidés. La ferme du Parc des Îles, une première, et j'espère que cet événement se pérennisera à l'avenir. Et on essaiera en tout cas de faire tout ce qu'on peut pour essayer de développer cette manifestation. L'agglo Hénin-Carvin, sous l'égide de Lens Tourisme, a accueilli la tournée de l'orchestre Les Forces Majeures. Le temps d'un week-end, les musiciens ont sillonné le territoire, distillant ça et là de magnifiques concertos. Voyez plutôt ce reportage qui retrace le projet à la fois culturel, musical et sportif. Collectif de musiciennes et musiciens professionnels français et européens, l'orchestre Les Forces Majeures s'est spécialisé depuis 4 ans dans les tournées des territoires à vélo. Donc on part, on se regroupe et on part d'un endroit à un autre. Cette année on est parti de Paris, on va jusqu'à Roubaix, un mois de tournée avec 2, 3, 4 concerts par jour. On pense que malgré qu'on fasse une tournée à vélo, on a quand même une excellence musicale à donner et qu'elle soit dans les salles de concert ou en plein air. Et c'est là où on touche un public différent quand on va chez eux, directement là où ils ont l'habitude d'être eux-mêmes et on leur propose un concert de la même consistance musicale et artistique qu'un concert qui aura lieu le soir même ou le lendemain dans une grande salle. Et cette tournée atypique est passée le 31 mai et le 1er juin par l'agglo Hénin-Carvin, à Rouvroy, au Parc des Îles et au bord de la Souchet à Courrières. C'est l'orchestre qui est venu vers l'agglomération d'Hénin-Carvin et nous on s'est saisi de cette opportunité pour proposer ces 2 balades, le samedi et le dimanche, qui sont une occasion de redécouvrir un peu différemment nos véloroutes, ces aménagements qu'on pour certains on connaît, pour d'autres on ne connaît pas. C'est l'occasion avec ces concerts de donner envie soit de nous rejoindre à vélo, soit d'assister à un concert sur un lieu emblématique de l'agglomération et ici on est au Parc des Îles et ça en est un. Les terris, l'architecture, l'eau et les espaces verts, ça fait un mélange qui est extrêmement agréable à pratiquer et même acoustiquement, on s'est retrouvé à jouer dans plusieurs endroits différents et à chaque fois l'acoustique était différente parce que c'est un peu vallonné, parce qu'il y a des végétaux, parce qu'il y a l'eau, parce que voilà, ça dépend un peu de à chaque fois où on se retrouve et c'est très très beau. Dans ces espaces de concert à ciel ouvert, l'orchestre a montré toute l'étendue de son talent en interprétant des œuvres de Beethoven, de Bizet, mais aussi des concertos pour violon de Tchaïkovski et Mendelssohn. Après, nous, on choisit toujours en fonction de l'endroit où on est, comment on se sent. Par exemple, là, l'orchestre va jouer d'ici un quart d'heure en orchestre complet et ils ne savent pas encore exactement ce qu'on va jouer. Parce que moi, je sens un peu comment on est reçu, qui est là, quel type de public, l'espace où on est, etc. Et on choisit le mouvement, la pièce adaptée pour faire découvrir cette musique au public. C'est pas tous les jours qu'on a au milieu d'une cité minière, au milieu d'un parc, un orchestre symphonique à vélo qui nous fait découvrir des symphonies de Beethoven. C'est aussi une occasion d'amener la culture au plus près des publics. Une initiative qui a en tout cas séduit les spectateurs qui, pour bon nombre d'entre eux, ont accompagné l'orchestre à vélo d'étapes en concert. C'est vraiment génial, hein. C'est top, ça fait découvrir justement le vélo et la musique, enfin un art et le sport, donc ça c'est vraiment sympa. C'est la découverte de, on est de la région mais c'est vrai on découvre toujours et puis, les gens, le contact des gens, tout ça c'est sympathique, c'est bien. C'est agréable, ça permet de mettre un peu de vie dans le quartier, c'est rigolo. Alors pour moi c'était vraiment un moment comme on les aime, un moment convivial, de solidarité dans les moments un peu durs où il fallait pousser la remorque avec des gens de toute génération, des familles, tout y était, le beau temps aussi, donc c'est vrai que c'était vraiment un super moment à rééditer. On reste dans l'univers de la bicyclette avec ce joli projet mené conjointement par les jeunes de l'association Rencontres et Loisirs, par les mécaniciens du garage solidaire de Courrières et par l'atelier Mickey's Vélo. Sébastien Zanchetta. Engagés dans le cadre de la préparation de la fête du Rotois à Courrières, les équipes de l'association Rencontres et Loisirs ont proposé cette année aux jeunes habitants du quartier un projet original.
Cette année, la thématique était toute trouvée puisque le Tour de France passe sur la ville de Courrières. Donc l'idée, c'est de travailler sur le vélo et en partenariat avec le garage solidaire et puis Mickey's Vélo, on a eu cette idée de pouvoir assembler une quinzaine de vélos. Il y a quelque temps, en effet, la ville de Courrières a reçu de la part de la Poste un don de 15 vélos de facteurs. La matière première était donc à disposition. Il n'en fallait pas plus aux jeunes et aux encadrants pour se lancer dans cette aventure un peu folle. On les a tous détachés et on a attaché 15 vélos. C'est trop sympa, c'est bien et on veut se faire voir au Tour de France. Car oui, cette création, à mi-chemin entre la sculpture et la réalisation d'un nouveau genre de transport en commun, a été exposée sur le parcours emprunté par les coureurs du Tour de France. Nous, on voulait associer les jeunes du quartier à ce projet, afin de les sensibiliser au vélo, à la mécanique vélo, peut-être susciter des vocations de mécaniciens vélo ou de mécanique toute simple pour la suite. D'autant que les défis techniques auxquels les 10 jeunes ont été confrontés pour réaliser ce projet ont été nombreux. D'étudier la découpe des cadres, le positionnement des cadres, pour pouvoir les aligner tout en gardant une hauteur correcte afin que les vélos puissent fonctionner sans avoir de pédales qui touchent le sol ou autre. Notre façon d'assemblage nous semblait correcte, à part qu'arrivé au 5e vélo, on n'a pas trouvé réellement la raison, mais le 5e pédalier touchait le sol. On a dû tout redémonter, on est reparti de zéro, on a réétudié un peu, repris des points de mesure. Donc on est reparti de ces mesures initiales du vélo. Et donc là on a créé un logeron qui passe en dessous de ces vélos, qu'on a réglé à la bonne hauteur. Donc on a positionné le logeron au sol, hauteur désirée, et on est venu assembler après les vélos un par un sur le logeron. Ce vélo hors norme va subir encore quelques modifications pour lui permettre de circuler sur les routes et pourquoi pas de concurrencer les coureurs du Tour de France. Rando, trail nature, artisanat, gastronomie, musique et détente, c'est le cocktail rafraîchissant de la toujours sympathique Polonia Run. La preuve en images. Lancée en 2019 pour commémorer à travers un événement sportif l'immigration des travailleurs polonais en France, la Polonia Run est aujourd'hui un rendez-vous installé et attendu. Cette année encore, 1200 coureurs et randonneurs se sont inscrits aux différentes épreuves que proposait l'organisation. On part des babies, ce qu'on appelle les galibots, dans le minier, qui ont moins de 7 ans. Après, on a les primaires, on a les collégiens. Et après, on passe sur les adultes, avec aussi, sans oublier les marcheurs, qui viennent passer un moment sans performance. La course, le trail, c'est une montée en puissance depuis quelques années. Nous, ce qu'on leur offre, c'est le site. On a un site magnifique. Et là, on peut dire merci à la CAC, à l'Aglo qui a fait le site comme ça, ouvert à tous. On passe du noir au vert, comme on dit. L'ambiance autour des épreuves contribue beaucoup au succès de cette Polonia Run. Outre les 75 bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts pour bien accueillir les participants, des stands d'artisanat et des musiciens concourent à l'attractivité de ce rendez-vous. Une bonne humeur partagée également par certains coureurs. Alors monsieur Jérôme Aduc, tonton de la team Couverture Habitat, là on voit que tu as quelques gouttes, alors pas beaucoup. Tu cours, on a couru. Pourquoi tu cours? Je cours pour le plaisir. On vient sur des événements pour valoriser le territoire, faire du sport plaisir. Aligné sur le 5 km pour le plaisir, vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Déguisé en mode chenille, on a un petit objectif dans la tête entre copains, c'est d'aller chercher le record des plus grandes distances, toujours en chenille, battre ce petit record qui nous intéresse un tout petit peu. D'autres participants au trail des 15 km étaient un peu dans l'inconnu. Nous on fait beaucoup d'entraînement de crossfit et d'aerox et on a essayé d'augmenter le volume par semaine, d'avaler un peu des kilomètres. Ouais, 15 km c'est un beau volume pour des premiers trails en fait compte. Et puis au moins on voit les terris, on change. Je fais jamais de trail, je fais que des courses sur bitume d'habitude, donc là c'est une première. D'autant que le parcours du trail est plutôt exigeant avec notamment l'ascension à 3 reprises du Terri 110. Une difficulté qui nécessite une bonne préparation et qui ne pardonne pas lorsque l'on en manque, comme nous l'explique Valérie, première féminine dans la catégorie Masters 3.
Ça a été compliqué aujourd'hui puisque la forme n'est pas au rendez-vous. J'avais fait la course il y a 2 ans, ça s'était bien mieux passé, mais voilà, c'est une course super sympa à faire. Quand on n'a pas la forme physiquement, on peut pas prétendre à un meilleur classement que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je suis quand même très fière d'avoir fait la catégorie. Mallory Fontaine a quant à elle très bien préparé sa course et s'est classée première féminine de l'épreuve. Je suis partie à mon rythme et je me suis dit je faisais aux sensations. Le parcours était vraiment très sympa. Alors je dirais pas roulant, mais c'était très sympa. Sympa aussi de pouvoir passer dans la salle des pendus à la fin. Donc franchement parcours au top. Et du côté des hommes, c'est Maxime Éluin qui s'est imposé en solo au terme des 15 km. Ça part très vite. Du coup au début je savais pas trop si je me plaçais direct vraiment devant ou pas, donc j'ai laissé jusqu'au premier terril et après j'ai pris les devants. Les terrils c'est ça, c'est très roulant entre les terrils et puis après ça monte sec et voilà, c'est un truc que j'aime bien. Une organisation, une ambiance et des coureurs sympas que l'on a hâte de retrouver dès l'année prochaine. Le développement de la pratique féminine est l'une des priorités de la Fédération française de football. En plus de 2 clubs particulièrement dynamiques dans le domaine, Hénin-Beaumont et Rouvroy, l'agglo Hénin-Carvin compte également sur son territoire une section sportive de qualité au collège de Le Gorgue de Courcelles-lès-Lens. Nous en avions fait la présentation dans notre magazine Sport Express. Nous y retournons aujourd'hui pour une rencontre des plus originales. Que ce soit en futsal ou en football, avec notamment une 7e place au championnat de France UNSS, la section sportive féminine du collège de Courcelles-lès-Lens a vécu une grande saison. Un grand cru également dans l'état d'esprit que le responsable Christophe Douchez a souhaité récompenser avec un événement inédit. Il a en effet organisé une rencontre entre des pionnières du football féminin dans les années 70 et ces jeunes pousses. J'ai senti à la fois mes filles connectées par les propos de ces anciennes joueuses, mais aussi les anciennes joueuses justement étaient interpellées aussi par ce qu'on pouvait mettre en place au sein de notre section, donc c'était plutôt très riche. Triple championne de France avec le club d'Étreins en 1978, 79 et 81, les 5 anciennes joueuses ont pu convoquer leurs meilleurs souvenirs face à un auditoire conquis. Ça fait 50 ans maintenant, quand on prend du recul, on se dit quelle époque, quelle épopée. 3 titres de championne de France, des sélections en équipe nationale, c'est formidable. Franchement, c'était super. On a passé un agréable moment avec elles et elles nous ont raconté leur histoire, donc on a appris beaucoup de choses et c'était intéressant. L'occasion également d'évoquer l'évolution du foot féminin. On sent qu'il y a encore des axes d'amélioration à mettre en place au sein de la féminisation du football. Mais voilà, on sait aussi d'où ça a démarré, donc il y a quand même une évolution. Actuellement 10e au classement mondial de la FIFA, la France peut compter sur un important vivier. L'objectif est d'atteindre les 500 000 licenciés pour faire encore franchir un cap au foot féminin tricolore. Il est reconnu, pas suffisamment encore. Il y a encore de grandes marches à franchir, je trouve. Il faut vraiment se mettre à l'ouvrage pour rattraper les nations qui nous ont devancés maintenant. Les axes de développement, c'est surtout créer de nombreuses écoles de football, de sections féminines, parce que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à apporter de la qualité dans l'entraînement, au niveau des entraînements, au niveau de la formation. Cet après-midi de partage d'expérience a notamment montré que la jeune génération ne manquait pas de motivation. Pour toutes les filles qui font du foot, il faut tout le temps croire en ses rêves. Comme quoi, les pionnières, ils ont réussi, ils sont passés en équipe de France, et comme quoi, il faut tout le temps croire en ses rêves. Après le football au féminin, voici maintenant l'écriture au féminin. Nous avons en effet eu la chance et le plaisir de recevoir Garance Klopoki, qui vient de publier son premier roman à tout juste 15 ans. Madness, c'est le titre de ce livre, vous emmène dans un univers fantastique bâti de toutes pièces par Garance, que je vous propose tout de suite de découvrir. Garance, bonjour. Bonjour. Depuis quand écris-tu et comment en es-tu arrivée à cette passion ? Alors, j'écris depuis toujours. Déjà, toute petite, j'avais commencé à écrire. C'est venu assez naturellement. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires pour distraire la classe, pour m'amuser avec mes amis. Puis un jour, il y avait une petite histoire qui me trottait dans la tête. Donc j'ai ouvert un document Google et j'ai commencé à poser des mots. Et petit à petit, c'est devenu ce qu'est Madness aujourd'hui. Donc,
T'aimes écrire, mais être lu aussi. Oui. À la base, c'était pas censé prendre des proportions aussi énormes. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus sérieux. Qu'est-ce que tu éprouves comme plaisir quand tu écris? J'aime le fait, déjà ça me vide la tête, puis j'aime le fait de pouvoir créer des personnages avec leur psychologie propre, leur profil psychologique, leurs petites habitudes, leurs petits tics. Au final, on commence à les connaître par cœur, créer un monde et un univers qui nous est propre et le faire découvrir aux autres. Est-ce que tu peux nous décrire l'univers dans lequel évoluent tes personnages dans Madness? Ils évoluent dans un univers assez sombre, assez pesant, très restreint, comme s'ils étaient enfermés tout le temps. C'est très clos. Et c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est de faire ressentir, même dans les moments un peu de joie, tout cet esprit un peu vraiment renfermé, très sombre. Comment est né Madness dans ton esprit? Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, Madness, c'était pas censé prendre des proportions comme elles le sont aujourd'hui. C'était vraiment un petit truc comme ça. Pour moi, ça allait jamais faire plus de 2 pages, ou je l'avais écrit, je pensais peut-être jamais le reprendre. Et puis, début d'année dernière, fin mars, j'ai repris ce que j'avais commencé. Et après le premier GT fini, du coup, je me suis intéressée à comment on fait après, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'étape d'après. Donc la relecture, la réécriture, la bêta-lecture, et ça s'est fait comme ça. Alors, être édité à 15 ans, c'est pas banal. Comment tu vois l'avenir en termes d'études? Est-ce que ça sera dans ce domaine-là? Est-ce que tu imagines un métier dans le monde de l'écriture? Comment tu le vis là aujourd'hui? Alors malheureusement, aujourd'hui en France, c'est assez compliqué d'en vivre. Il n'y a pas non plus d'études pour ça. Il n'y a pas encore d'école d'auteur, d'autrice. J'aimerais beaucoup en faire mon métier. Ce serait vraiment le rêve ultime. Après, malheureusement, du coup, c'est assez compliqué. Mais sinon, peut-être toujours un métier lié au milieu du livre, peut-être dans l'édition ou en librairie. Est-ce que le regard des autres a changé sur toi? Et est-ce que, voilà, comment tu vis cette période où tu es un peu plus exposé? Et comment le prennent tes amis par rapport à une passion qui n'est pas comme les autres? Ça fait un moment qu'ils savent que j'écris. Donc, ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont entendu parler pendant des heures de tous mes petits problèmes d'autrice. Mais ça ne change pas. Enfin, je ne suis pas devenue une star. Pour autant, je reste toujours l'élève que j'étais. Après, j'ai quand même toujours beaucoup de soutien au collège, les professeurs, les surveillants. Il y a des surveillants qui m'ont aidé pour la bêta-lecture, des professeurs qui m'ont soutenue depuis le début. Et voilà, pas plus tard que ce matin, en passant dans la cour, j'ai vu une élève de 6e, 5e qui lisait Madness en allant se ranger. Donc, je ne la connais pas. Et ça fait plaisir toujours de voir qu'on est soutenu par les gens du collège. Donc, c'est juste gratifiant. Merci, Carmen. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site internet www.iltv.fr avec notamment quelques secrets d'écriture et la suite des événements pour Garance Klopoki. En attendant, toute l'équipe d'ILTV se joint à moi pour vous remercier de votre attention et de votre fidélité. Restez connectés tout l'été sur ILTV et à très bientôt. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.